Salam alaikum az-Zulf al-Laoun. Bonsoir. Le peuple algérien se rappelle aujourd'hui au souvenir de M. Hussein Ait Ahmed décédé le 23 décembre 2015. Lui, le révolutionnaire inflexible, incorruptible, l'homme de Boudong, diplomate d'une insaisissable finesse. Lui, le rédacteur du rapport de Zedine, qui a préfiguré le déclenchement de la lutte armée comme étant la seule alternative contre l'ordre colonial abject et inhumain. Hussein Ait Ahmed n'était pas adepte du compromis mou, il était un authentique révolutionnaire qui ne badinait pas avec ce qui était de l'ordre du principe. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a été cet homme d'une rectitude morale et politique hors du commun. Pour preuve, il a refusé d'être inhumé sous les ordres de la République, préférant rejoindre et être enseveli sous la terre de son sol natal. Il est d'un des très rares hommes politiques algériens et maghrébins à avoir été un homme de projet plutôt qu'un homme de pouvoir. Et Ahmed disait « Un jour la parole reviendra au peuple, même si la nuit semble longue, le jour et le soleil finiront par se lever sur l'Algérie. » Allah yarhamou. Le pays est en panne, isolé du reste du monde depuis mars 2020. En complète inertie, ceux qui ont la charge du pays mesurent-ils la gravité de la situation politique, économique, sociale et géopolitique que nous vivons? Que font-ils de leur temps à part comploter au sommet de l'État où le règlement de comptes est le sport favori au détriment du bien-être du peuple, de son épanouissement? M. Tebboune ne doit des explications sur ce qui se passe dans le pays. Qu'en est-il de la préparation de la future loi électorale où il a instruit le ministre de l'Intérieur que sous quinzaine, l'avant-projet devrait être prêt? Où en est-on? Tout est figé, rien ne bouge. Nous avons l'impression que nous ne sommes plus vivants tant le statu quo est peignant, oppressant. M. Tebboune nous doit aussi la vérité sur l'état du pays, de sa situation financière, sécuritaire et géopolitique. Il se doit de nous donner aussi ce serait-ce qu'une seule raison pour justifier le retour de M. Nazar au pays, alors que messieurs Drarni, Nekez, Rdiri et la centaine de détenus politiques et d'opinion croupissent en prison au mépris de la loi. L'Algérie réussira-t-elle à trouver la voie du salut? On a même l'impression que tout est fait pour maintenir le statu quo, en installant un climat délétère, entravant toute transition telle que réclamée par le peuple. Leur entêtement est en train de nourrir le retour du mouvement de contestation qui ne se démobilise pas. En sont-ils conscients? Se rendent-ils compte de la difficulté dans laquelle ils mettent le pays? La solution qui peut être à portée de main aujourd'hui ne le sera plus demain. Et les solutions existent. Il s'agit juste de répondre favorablement aux revendications des Algériens. Si le pouvoir n'entend pas raison, l'on va se diriger inéluctablement vers une situation d'impasse politique. Nous sentons au sein du peuple cette colère sourde, porteuse de grands dangers. Écoutez-la avant qu'elle ne vous emporte. Le pouvoir semble engagé dans une fuite en avant. ماشي بالعنف، هما اللي يديروا العنف ماشي حنايا، حنا سلمية دايما على الوطن، علينا نحيا ونموت.
Algérie mi amor, Algérie mi amor, Algérie mi amor, Algérie mi amor. Algérie, la fuite en avant du pouvoir, c'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Nordine Aoussat, écrivain et conférencier depuis Paris, je pense par téléphone, il n'est pas par Skype. Ou par Skype? Par Skype, ah bah, très bien. Nordine Aoussat, merci d'être avec nous. Marhaba bik, salam alaikum. Wa alaikum salam, Nasser Agma, merci pour l'invitation. Marhaba. Merci, c'est Nordine. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission Mahrez Bouich, enseignant à l'université, militant des droits de l'homme. Mahrez Bouich, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser Azoul, bonsoir à toi Nasser et à tous tes invités, et aussi à tous les téléspectateurs qui suivent cette émission, et merci aussi pour l'invitation. Merci Mahrez Azoul Fellah. On aura aussi le plaisir d'accueillir Brahim Taïb, auteur, interprète, compositeur depuis Alger, Hassan Mouali, journaliste depuis Alger aussi, et Maître Nabila Smaïl, avocate militante des droits de l'homme. Elle sera aussi avec nous depuis Alger. Nordine Aoussat, aujourd'hui, donc 5 ans après la disparition de Aït Ahmed Rabbi Rahmou, on va essayer de commencer avec cet événement. Après, on essaiera d'entamer bien sûr ce qui se passe en Algérie, l'actualité en ce moment, qui n'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur cet homme qui a sacrifié sa vie pour que l'Algérie soit debout, pour que l'Algérie soit libre et indépendante? Il a joué un rôle pendant donc la Révolution nationale, mais aussi après la Révolution, où il voulait vraiment que l'Algérie soit un État de droit, un État de liberté, jusqu'à la fin de sa vie, Nordine Aoussat. Effectivement, c'est Nasser, ce que tu viens de dire, c'est Hussein Aït Ahmed, Flassi Afor Bien, Allah yarhamou, paix à son âme. On ne peut pas, je dirais, être à la hauteur des éloges, je dirais, des compliments, des remerciements, de l'hommage qu'il mérite. Tout à l'heure, dans ce que tu as lu, dans l'introduction, tu as dit qu'il n'était pas un homme de compromis. En fait, il l'était. C'est un homme de compromis. C'est un grand homme de compromis, mais c'est pas un homme de compromission. Mais d'un autre sens, tu as raison aussi. C'est pas un homme de compromis. C'est pas un homme de compromis avec ceux qui ne méritent pas. Voilà. Moi, je voulais parler du régime. Ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas de sens pour le mot compromis, en l'occurrence le pouvoir algérien permanent depuis 62. Hussein Aït Ahmed, effectivement, il a participé à toutes les batailles. Je dirais à toutes les guerres, toutes les batailles, celle de la prise de conscience du nationalisme algérien avant la guerre de 54, celle de 54, celle de l'après-indépendance, au moment de la déviation de la révolution, de la confiscation de l'indépendance, et par la suite à l'ouverture démocratique 89, le multipartisme. Il a donné des grandes leçons. Il est retourné au pays pour participer à l'essor de la démocratie, et il est mort debout. Il est mort en homme. On y reviendra. Il nous a laissé de grandes leçons. Je dirais la première des grandes leçons qu'il nous a laissées, c'est cette je dirais, permanence du combat, cette infatigable course pour toujours réaliser son idéal sans jamais faiblir, et sans jamais, surtout, pour revenir au mot du début, sans jamais faire de compromission ni de compromis avec ceux qui ne valent pas le coup qu'on leur fasse du compromis. Très bien. On va essayer d'écouter un passage. Nordine Aoussat, je pense qu'on a Mahrez Bouich est de retour, on l'a perdu un petit moment. On va essayer d'écouter donc Aït Ahmed quand il parlait de ce peuple, du peuple algérien, de la jeunesse, et à ses aspirations, les aspirations de cette jeunesse. On écoute Aït Ahmed.
Aujourd'hui, si j'avais à faire un appel, ce serait au pouvoir, aux hommes du pouvoir, de leur dire ne touchez pas à la chair de votre chair. Cette génération-là, elle a un dynamisme extraordinaire. Vous avez pour devoir, vous n'avez pas seulement que des droits sur cette société, pour devoir de permettre à ce dynamisme de s'exprimer d'une manière positive dans le développement du pays. Et cela ne peut se faire que par l'établissement d'une vie politique normale, par le rétablissement des libertés démocratiques. Il faut que cette jeunesse trouve des canaux d'expression, il faut qu'elle se sente responsable, qu'elle participe, et c'est de cette manière qu'elle peut devenir majeure. C'est elle qui doit prendre les rênes du pouvoir. Chadli disait il y a une année à propos des droits de l'homme que l'Algérie devrait être le phare des droits de l'homme. Mahrez Bouich, merci encore une fois d'être avec nous. Vous avez entendu Aït Ahmed Rabbi Rahmou. C'est comme il vivait avec nous, c'est comme il avait vécu aussi cette révolution. Il parlait de la jeunesse, de ce dynamisme. Quel est votre sentiment, donc, Mahrez Bouich? Bon, encore une deuxième fois, Azul Ramkaran, d'abord je tiens à rendre un grand hommage à ce grand homme, à ce grand révolutionnaire Hosseini Ahmed Tazouan. Un grand homme, un grand révolutionnaire, un grand mujahid. Son parcours, je pense qu'il est pratiquement suffisant pour justement témoigner de la grandeur de Hosseini Ahmed, qui regroupe réellement trois caractéristiques essentielles. Du 1, c'est un révolutionnaire au sens réel du terme, et ça on l'a constaté dans son parcours pendant le mouvement national et la révolution du 54. C'est un véritable révolutionnaire, un patriotique et un nationaliste au sens réel du terme, et on l'a constaté d'ailleurs depuis l'indépendance jusqu'à son décès, c'est-à-dire que tout le combat qu'il a mené pour une Algérie, pour une deuxième république, pour la constituante, pour bien évidemment des droits de l'homme, pour les libertés, pour la justice sociale. Et je pense que son parcours au sein du FFF explique clairement, effectivement, son nationalisme, son attachement, effectivement, aux valeurs et aux objectifs de ses frères martyrs et chouhada, et aussi aux combattants, aux amis combattants avec qui, du moins, il a combattu pendant le mouvement national. Donc, son attachement à une Algérie algérienne, une Algérie républicaine et une Algérie démocratique et sociale. Troisième élément, c'est que Hosseini Ahmed, c'est vrai que je l'ai rencontré que 2 fois. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Quand j'étais étudiant, la dernière fois, c'était lors du meeting qu'il a animé avec Simer et Hamarouch à Aïn Benyan. Je me rappelle bien en 2004. Mais Hosseini Ahmed est un intellectuel. Un intellectuel, c'est-à-dire ce n'est pas donné à n'importe qui, justement, d'avoir cette capacité extraordinaire en matière de planification, de prévision et aussi d'analyse profonde. Il suffit justement de lire ces déclarations et certainement il est universitaire, il a travaillé beaucoup plus sur les questions de droits de l'homme, sur la question des questions africaines, etc. Donc ce qui est fait, il a fait de lui un véritable intellectuel. Et je me rappelle bien effectivement que toujours son combat, c'est comment concilier le savant et le politique, comme il a l'habitude de le dire lui-même. C'est le fameux livre de Max Weber, qui conseillait d'ailleurs aux militants de le lire. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire c'est un grand homme qui a pris son chemin, qui a choisi son camp. Le deuxième élément, pour répondre à ta question, qui est intéressant dans les déclarations, dans le combat de Sil Hosseini Lahirhamou, c'est qu'il a toujours cru à la fois à la dynamique populaire, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs à plusieurs fois, il croit profondément justement en valeur au peuple, et il sait personnellement que le peuple, il recèle en lui-même, en son sein, les valeurs du courage, de la résistance, du combat, de l'amour du pays. C'est aussi un homme politique ou un intellectuel et un défenseur des droits de l'homme qui a toujours cru à la jeunesse. Je me rappelle
plusieurs reprises quand il parle de la formation politique des jeunes militants du FFS. Et je me rappelle aussi qu'à chaque fois, il a toujours dit que la jeunesse algérienne, c'est une jeunesse qui est là pour protéger le pays, pour construire l'idéal démocratique et la Deuxième République. Donc ce qui fait, contrairement à d'autres hommes politiques qui ont choisi aussi leur camp, c'est-à-dire qu'ils étaient auprès du pouvoir. Hosseini Mohamed, il était à côté du peuple et à côté de la jeunesse algérienne. La preuve, pour en terminer, il a refusé plusieurs fois les offres du régime et il a refusé même d'être chef d'État en disant je préfère d'être élu dans ma commune que d'être désigné en tant que chef d'État. Alors que c'est une preuve à mon ami Nasser qu'il a toujours cru à cette question de volonté populaire, que le pouvoir ne peut exister réellement en tant que tel si il n'émane pas du peuple, parce que c'est le peuple qui construit les nations et ce n'est pas les pouvoirs qui construisent les peuples. Très bien. Restez avec nous, Maher Zbouich. On va essayer aussi de vous faire écouter donc, un passage d'Aït Ahmed Rabbi Rahmou quand il parlait aussi des élections. Est-ce qu'il y a une transparence dans les élections en Algérie quand il s'agit des élections? Est-ce qu'il y a une transparence? Il a répondu à cette question. On l'écoute et je reviens à vous. À quoi servent les élections dans votre pays et pourquoi n'y participez-vous pas? Ben oui, c'est le général, comment il s'appelle, Nizar. Il s'était étonné que je n'ai pas accepté d'être chef de l'État. Il tombait des nues. Il pensait que, comment refuser d'être honoré. Mais je vais être comme ça. Je vais avaliser toutes leurs décisions, toutes leurs politiques, tous leurs massacres, tous les effets de destruction et de déshonneur de notre pays. Comment voulez-vous que... J'ai été frappé par le fait que l'ex-ministre des droits de l'homme, qui était chef de la Fédération de France, m'a dit on lui a proposé d'être... Il a refusé. On lui a proposé d'être président. C'est quoi ça? Moi, j'ai mes convictions. Ce qui m'importe, ce sont les souffrances du peuple algérien. Alors, la deuxième chose, ben écoutez, moi je me suis présenté aux élections. En 99. C'était la première fois. Et je me suis fait violence. Le général Zeroual, qui était à ce moment-là à la présidence, m'a envoyé une délégation en me disant, voilà, moi je démissionne parce que ça ne va pas, je ne fais pas ce que je veux, je démissionne. Mais j'aimerais bien que vous participiez. Sans votre participation, il n'y aura pas disons, des gens n'auront pas de confiance dans ces élections. J'ai dit, mais quelle garantie vous me donnez? Il a dit, vous venez ici et puis on discute. J'arrive là-bas. Je lui dis, écoutez, bon, il m'a dit, mais quelles sont vos garanties? Je lui ai dit, écoutez, vous êtes là depuis 45 ans. Et vous nous donnez 15 jours pour faire la campagne électorale. Je ne m'étais pas présenté. Mais la campagne électorale, 15 jours dans un pays 4 fois la France. Il m'a dit, je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Tu es président, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai claqué la porte. Et puis après, je vous raconte un peu ce qui est collatéral, mais qui m'importe. J'ai voulu partir aussitôt. Partir parce que moi, le suffrage universel n'existe pas en Algérie. Il n'existe pas. Tout est trafiqué. C'est l'administration qui fait. Suffrage universel n'existe pas en Algérie. Tout est trafiqué, disait donc Aït Ahmed Rabbi Rahmou. On a avec nous Brahim Tayyib, auteur, interprète, compositeur. C'est Brahim, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, bonsoir. Allah yassalmak, salam alaikum, Mr. Flaouen. C'est le khair, c'est Brahim, Azul Fillah. Merci, c'est Brahim. C'est Brahim, comment on peut décrire Aït Ahmed Rabbi Rahmou, vous venez de l'entendre quand il parlait bien sûr des élections en Algérie et qu'il disait qu'ils étaient tout le temps truqués.
Mais il s'est battu pour ses valeurs, les valeurs de liberté, de démocratie, jusqu'à la fin de ses jours, c'est vrai. Ce qu'on peut dire, ce qu'on regrette surtout, c'est de ne pas avoir profité des hommes comme de cette ampleur, comme Hossein Aït Ahmed. Et malheureusement, on ne s'est rendu compte, enfin la plupart, moi je vois la plupart ne se sont rendu compte de sa valeur que lorsqu'il n'était plus là, lorsqu'il est parti. Il a eu un enterrement digne des grands hommes, des personnalités, et il y a eu des hommages populaires. Mais malheureusement, on est passé quand même à côté de quelqu'un qui aurait pu éclairer le pays, qui aurait pu donner beaucoup de sa sagesse et de son savoir-faire et de sa conception, de sa façon de voir la politique, la légitimité, le suffrage, le côté proche du peuple et de toutes les, sans exclusion, sans vraiment, c'était un homme, Allah yarhamou, irremplaçable comme tous les autres qui sont morts déjà avant même la révolution de l'indépendance de l'Algérie. Tout comme Ben Hamdan et tous les autres qu'on a assassinés, De toute façon, Aït Ahmed, on l'a tué quelque part en le poussant à l'exil. C'est-à-dire que, tout comme plein d'hommes, peut-être qui sont en exil maintenant, qui sont en train de souffrir du mal du pays et qui peuvent bien donner à ce pays de leur savoir et dont on ne profite pas. Donc le pays en général ne profite pas. Quant au pays, par exemple, tout ce qu'il disait, c'était le seul qui avait une vision cohérente, qui allait en fonction, c'est-à-dire qu'il était vrai, et il n'avait pas peut-être les moyens de sa politique. Et puis on a tout fait pour casser Aït Ahmed déjà à partir de la base, en fait. Ceux qui ont fait de la politique de clivage, nous connaissons les Algériens, ou plus tard particulièrement la société kabyle, on a tendance à ne pas croire à nos lumières quand elles sont devant nous. Lorsqu'elles sont à portée de main, lorsqu'elles sont toutes proches, lorsqu'elles sont impliquées dans la société, etc., on n'y croit pas. On a besoin de la confirmation de l'étranger, de l'Occident, de l'Orient, etc., pour croire que cet homme est valable. Il faut qu'il soit confirmé par la France, par les télés françaises, on ne croit même pas à nos médias, parce qu'en fait... Et c'est malheureux parce que ça continue, c'est-à-dire on a une sorte de sous-estime de soi national. C'est une chose qui a été créée, je ne sais pas, c'est peut-être les séquelles du colonialisme. Et ça reste, les hommes souffrent d'abord de l'ingratitude des siens, et en plus du système qui est instauré donc par le colonialisme, qui a été l'héritage qu'on a hérité du colonialisme, et qui détruit toutes les valeurs du pays, malheureusement. Et Aït Ahmed est un exemple concret de cette injustice, ou de ce dommage dont on souffre, parce que malheureusement la décennie noire aurait pu être évitée si on avait écouté la sagesse des hommes qui ont orienté la chose vers la réconciliation, la véritable réconciliation. Dans Aït Ahmed Mehri,
et qu'on avait qualifié ce temps-là, Taïb Brahim, de la main étrangère, des khawana, on parlait d'eux comme quoi que c'était des traîtres. Brahim Taïb, yani, Ahmed disait, c'est vrai qu'il n'a pas vécu donc cette révolution. Vous étiez souvent donc les vendredis dans les rues avec le peuple algérien, mais il n'a pas vécu cette révolution. Mais il a dit une chose extraordinaire. Il a dit un jour la parole reviendra au peuple, même si la nuit semble longue, le jour et le soleil finiront par se lever sur l'Algérie. Je me rappelle de cette expression parce que, ouais, bah, écoute, c'est un sentiment de tout homme, de toute femme, de toute personne qui croit à ce pays, qui croit d'abord à quelque chose qui est tout à fait logique, c'est de se battre pour ce pays, c'est-à-dire se battre pour sa petite localité d'abord, c'est-à-dire les petits coins dans le plus proche environnement. Auquel on y croit, parce qu'après tout, c'est le seul endroit qui nous revient absolument de droit, même si le droit de se déplacer, de voir le monde, même si la terre, en fait, par la force des choses, par l'avancée de la technologie et de la communication, est aujourd'hui comme une seule patrie, même si les peuples, je pense qu'ils souffrent tous des mêmes pouvoirs, des mêmes tyrans, mais le commencement commence à partir de son petit environnement, tout en pensant bien sûr à tous les peuples qui souffrent de la tyrannie des dictateurs, soit apparents, clairs, explicites ou implicites, parce que même dans les sociétés occidentales, on se rend compte maintenant, et chose qu'on pensait déjà il y a longtemps, que ce n'est qu'une démocratie de façade. En fait, il y a quand même une certaine... Les répressions sont... Les dictateurs sont les mêmes et les gouverneurs sont tous, je pense, complices à l'égard des peuples. Est-ce que quand il a dit un jour la parole reviendra au peuple, comment peut-on mettre cette phrase dans le contexte actuel que vit notre pays, l'Algérie, Brahim Taïb? Est-ce que vous pensez que le peuple a pris conscience, a pris les choses en main, même si le régime est en train de fuir en avant, et il essaye donc de gagner du temps, et il essaye de ne pas y répondre aux revendications du peuple algérien. Vous êtes, j'ai dit que vous êtes aussi un grand hiérakiste. Vous avez dynamisé un peu les rues et les marches avec vos chansons, votre engagement. Je n'ai raté aucune marche depuis le début. Et je sortais à chaque fois, et à chaque fois, même aller pour soutenir les détenus quand il y avait des rassemblements devant les tribunaux. Et je suis parti à plusieurs reprises. Et même les marches des étudiants, ça m'arrivait d'aller prendre une respiration, parce que pour moi c'était le moment, c'est comme une psychothérapie, parce qu'on était étouffé, on était humilié par les mandats successifs de Bouteflika, et que le peuple ne pouvait pas réagir. Maintenant, le peuple, je ne peux pas dire qu'il a vraiment pris la parole, c'est-à-dire il a pris son destin en main, mais il a décidé de reprendre ses droits, d'arracher le droit à la parole et à la décision et à la participation dans la construction de l'Algérie. Et malgré que
que le Hirak est suspendu parce qu'il n'est pas arrêté, parce que parfois on a tendance à avoir le moral à zéro, parce qu'on voit que ce qui se passe dans ce que fait le système en ce moment, dans ce qu'il est en train de manipuler, de faire, d'agir comme ça, et la maladie, enfin la pandémie empêche un peu les rassemblements dans ce sens-là, mais en fait, au fait, avoir peur de mourir veut dire qu'il faut renoncer à la vie, renoncer au combat, etc. Alors autant mourir, tout simplement. Moi, c'est ce que je peux dire. Comment vous qualifiez donc ce que vit l'Algérie en ce moment, Brahim Taïeb, le retour de Nazzar ces jours-ci, que beaucoup, bien sûr, beaucoup de questions par rapport à ce retour de Khaled Nazzar, alors qu'on jette des jeunes militants parce qu'ils ont posté des posts sur Facebook demandant donc la liberté ou la démocratie. Et la maladie de Tebboune, est-ce que vous êtes inquiet pour l'Algérie, pour son futur, pardon, et où vous avez l'espoir dans ce peuple pour essayer donc de reprendre les choses en main, comme vous le dites? Bah écoutez, le retour de X ou de Y, de Nazzar ou de je ne sais quoi, c'est tout comme l'élection de Tebboune, c'est-à-dire ou alors le suffrage pour le référendum pour la pseudo-constitution, c'est pareil, c'est-à-dire que le système va que va, et tout comme Gaïd Salah voulait absolument, il a fait plusieurs tentatives d'organiser des élections, voulait faire passer le 5e mandat d'abord pour une année, puis après organiser des élections, puis encore ils le sont ratés, et puis jusqu'au 12 janvier. C'est-à-dire que, au fait, le chemin continue pour le système, malgré que dans tout son fonctionnement, on constate une incohérence, une désorganisation, et puis une arrogance toujours dans l'attitude de ceux qui, c'est les seuls qui savent faire, qui savent mener. Donc le peuple est toujours ne comprend pas, il n'a pas le droit de, c'est-à-dire il n'est pas encore mûr, ou alors il est peut-être, il va devenir islamiste ou les trucs. Même il y a des gens qui manquent, mais il y a des courants même politiques qui vont un peu dans ce sens, alors que le peuple dans le Hirak, quand on fait un bain de foule dans le Hirak les vendredis, etc. On voit que le peuple est uni dans toutes ces catégories, les femmes, les vieux, les jeunes, tout ça, ils sont tous pour un seul mot d'ordre, c'est que le peuple prenne son destin en main, et qui dit toujours Ashab yurid l'istiqlal. Donc quand on dit ça, il faut prendre ce mot, ou cette expression, ou ce slogan absolument très avec beaucoup comment je vais dire, avec beaucoup de subtilité, parce que il a compris que le peuple n'a pas encore eu son indépendance, et il n'a pas accès au fait à la gestion de son pays. Et tout ce qu'on lui met comme étant des élus et tout ça, ils sont toujours choisis par des fantômes ou je sais quoi, et les suffrages, l'a dit bien Hossein Eid Ahmed, et que le suffrage universel en Algérie n'existe pas. Donc malgré que les gens ne votent pas, mais malgré tout, on te met des personnes pour des pseudo-élus dans toutes les sources, dans toutes les instances, voilà. Vous avez chanté pour le Hirak, Brahim Taïeb. Je pense que
je ne me rappelle pas c'est quoi comme quelle était votre chanson, mais vous avez chanté beaucoup pour le Hirak, الشعب يريد الاستقلال, je pense. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était donc la chanson? Alors, moi, j'ai pas chanté des chansons précises pour le Hirak. Moi, mes chansons sont toutes des chansons, même elles sont pleines d'amour et elles sont toujours pleines d'espoir, toujours en perspective de libération de toutes les contraintes, qu'elles soient personnelles ou psychologiques. Vous avez chanté en hommage pour le Haraga aussi, non? J'ai fait, ouais, c'était en 2017, on a chanté, c'est un texte que j'ai écrit depuis, que j'ai entamé en 2007, quand je voyais le phénomène se agrandir. Et donc j'ai été, franchement, j'étais inquiété par cette envie. Le jeune n'a qu'une seule envie, que de quitter son pays, d'aller, quitte à ce qu'il est au péril de sa vie. Donc il prend le risque de traverser la mer, même en nageant. Donc il n'est pas capable. Et ce phénomène et cette optique ou cette option me fait peur. Donc il fallait que je l'exprime dans une chanson qui d'ailleurs dure 17 minutes. Et ça parle de la traversée et pourquoi il s'en va. Je raconte un peu la situation dans laquelle le jeune homme espère traverser, parce qu'il y a c'est un désespoir. Tous les horizons sont fermés. Et il n'y a plus rien, qu'on soit artiste, qu'on soit, qu'on soit intellectuel, même chômeur, ou alors, on a quand même la jeunesse qui est un capital important. Et si on fait pas, il y a des gens qui ont passé leur vie dans ce pays à rouler les pouces jusqu'à avoir 45 ans et finalement, ils se sont rendus compte que le temps est déjà passé, que leur jeunesse est partie, qu'ils n'ont rien fait. Mais quand ils sont là-bas aussi, c'est pareil. Ils sont éblouis, ils sont éparpillés, ils sont dispersés et ils sont bouffés par la vitesse avec laquelle s'en va le temps et avec la course à l'administration pour régulariser les papiers, faire changement de statut à chaque fois. Et puis ils se rendent compte à 60 ans, il n'a ni servi ni son pays, ni l'a profité de la vie, ni rien du tout. Et ce mal, le seul responsable, c'est d'abord notre système, notre façon de gérer notre pays, et aussi il y a la complicité des puissances, parce que sont complices avec ce système et parce qu'ils ont intérêt à ce que ce pays soit toujours dans l'incapacité de se défendre et de prendre ses biens et ses énergies. Et voilà, ils ont pris l'énergie de notre pays, les ressources du pays et notre jeunesse et nos cerveaux. Très rapidement, Brahim Taïb, est-ce que vous avez donc l'espoir que les choses vont changer après le soulèvement donc du peuple algérien? Moi, j'ai le grand espoir que non seulement que le pays le Hirak ne s'est pas arrêté et que le peuple est toujours là en train d'attendre la prochaine brèche pour sortir, et je pense que au plus tard, le 22 février prochain, au mois de février, à l'anniversaire du 22 février, je pense que... Brahim Taïb, Yatik Saha, auteur, interprète, compositeur, Brahim Taïb qui était avec nous. Merci, Barakallahu Fik, Thanmir. On a avec nous Hassan Mouali, journaliste. Hassan Mouali, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Azul Fallaka Hassan. Bonsoir Nassar, Zulf Lawen, je salue mon ami Brahim. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.
Merci, merci Hassan. Hassan, si on revient un peu sur la disparition de Hussein Aït Ahmed, Rabbi Rahmou, comment aussi peut-on faire le parallèle avec le contexte que vit notre pays, ces difficultés, cette crise politique, 5 ans après sa disparition, lui qui avait beaucoup qui croyait beaucoup en cette jeunesse, dans ce peuple algérien, qui disait qu'il viendra un jour où le peuple va se soulever et qu'il verra cette lumière. C'était un grand combattant de la démocratie, de la liberté. Quel est votre sentiment, Hassan Mouali? Alors, comment parler de Hussein Aït Ahmed moi, j'ai tout simplement la chair de poule. C'est un immense personnage. Respect. Je dirais simplement que notre beau pays a raté un homme d'État, un véritable homme d'État. C'est dommage qu'un homme pareil, un opposant au long cours, 70 ans de sa vie les a consacrés à l'Algérie, même s'il n'a jamais été dans les institutions, mis à part l'intermède en tant que député de la Constituante en 62. Mais sinon, c'est un homme que l'Algérie a raté. C'est l'un des rares. C'est l'un des plus brillants, sinon le plus brillant de sa génération. C'est quelqu'un qui est absolument incorruptible. Vous savez, imaginez qu'on lui propose le poste de chef d'État quand il y a eu le coup d'État de 92 avec les lézards et celui qui s'occupait des droits de l'homme, Adi Haroun et toute la clique, et il leur a dit: je ne participerai jamais à un coup d'État. Il leur a dit même, il a dit à Nazar qu'il y avait un fleuve de sang entre moi et vous. Ça, c'était lors d'un procès à Paris. Il y a un fleuve de sang entre nous. Mais je parle de la cupidité par rapport au pouvoir. Les hommes politiques, généralement, ils sont cupides. Ils attendent le moment venu pour prendre le pouvoir, ou ne serait-ce qu'une parcelle du pouvoir. Et Hussein Aït Ahmed, il a eu l'immense courage politique et d'intégrité morale de décliner ce pouvoir qu'on lui offrait sur un plateau d'argent, parce que il était en phase avec ses convictions. C'est un homme d'État, c'est un homme de conviction, c'est un homme de combat, et à ce titre, il ne voulait pas prendre le pouvoir que les militaires lui offraient. Dans sa conception, parce que selon moi, Aït Ahmed, il n'est pas uniquement un grand moudjahid, un héros national, mais il est aussi un théoricien du combat politique. C'est un théoricien. Il faut savoir que, je ne sais pas si des collègues qui sont intervenus avant moi ont parlé du fameux congrès de Zédine en 1947. À l'âge de 21 ans, il avait pondu un rapport extraordinaire. Il a fait un peu le topo de l'état du moral des troupes du mouvement national en 1947. Fallait-il, oui ou non, déclencher la révolution? Il avait 21 ans. Imaginez aujourd'hui, en 2021, les jeunes Algériens en 2020 qui ont 21 ans. 21 ans, il demande encore à son papa de lui donner de l'argent de poche. Et Hussein Aït Ahmed, il a pondu ce qu'on appelle ce qui est équivalent à une constitution algérienne. La constitution du mouvement national, le congrès de Zédine, c'est un texte fondateur. D'accord. À l'âge de 21 ans, d'ailleurs, Mohamed Harbi, le grand historien Mohamed Harbi, il en a parlé dans son livre. Il a même intégré dans son bouquin, il s'est posé la question: comment est-ce possible qu'un jeune de 21 ans puisse avoir un tel niveau politique, un tel niveau de conceptualisation? C'est vraiment rare. Donc, Hussein Aït Ahmed, on peut parler toute la nuit, on ne lui rendra jamais. Très bien. C'est-à-dire qu'on ne restituera jamais sa grandeur. Très bien. C'est un homme exceptionnel. Très bien. Hassan, si on revient un peu sur la situation actuelle et comment peut-on faire le parallèle. Vous avez parlé donc d'Aït Ahmed, vous avez parlé du refus d'Aït Ahmed, donc surtout à Nazar et compagnie, quand ils ont fait donc le coup d'État.
et qu'il n'avait pas accepté le poste de président. Nazar qui est de retour en Algérie, Hassan Mouali. Comment peut-on expliquer ce retour, Hassan Mouali, surtout que notre pays vit une situation très délicate? On se pose la question comment les choses vont évoluer. Le président est absent, Tebboune est absent, lui qui a parlé d'élections, de réviser la loi électorale et d'aller donc préparer ces élections. On ne sait pas exactement de quelle élection il parlait. Comment peut-on faire la lecture avec la situation que vit notre pays maintenant, Hassan Mouali? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser qu'on ne peut pas mettre Hussein Ahmed et Khaled Mzar sur le même pied d'égalité. C'est vraiment le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Hussein Ahmed, c'est l'antithèse de Khaled Mzar, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, donc il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que l'Algérie à laquelle appelait Hussein Ahmed n'a absolument rien à voir avec celle de Khaled Mzar et tous les généraux. Mais je parlais du contraste, Hassan, ça veut dire... Oui, j'ai bien compris, mais je voulais remettre les choses à alors, le retour de Khaled Mzar, il faut toujours revenir à la dernière ultime lettre que Hussein Ahmed avait adressée aux décideurs en 2012. En 2012, il leur a dit, c'était dans le siège de ce qu'on a appelé à l'époque le printemps arabe, il leur a dit il faut impérativement que ce système se termine. Il s'adressait aux décideurs de l'époque. Qui étaient des décideurs, c'était Abdelaziz Bouteflika, c'était Kais Saied, qui était un soutien indéfectible à Abdelaziz Bouteflika. Il y avait aussi le patron du DRH à l'époque, le général Touffer, 2012, même il était en perte de vitesse, mais quand même il était le patron des services, donc il s'était adressé à eux. Il leur a dit l'Algérie ne pourra jamais continuer comme ça, dans l'autoritarisme, dans la négation de la démocratie, dans l'infantilisation du peuple. Il faut impérativement qu'il y ait un changement, il faut rendre le pouvoir au peuple, redonner la parole au peuple. Je me souviens, il avait dit un petit peu ce que tout à l'heure notre ami Ibrahim Taïb a dit en kabyle, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit aussi long à la nuit, le soleil finira et le jour finiront par se lever en Algérie et sur l'Algérie. D'accord? Donc il a compris que c'est inévitable, c'est un déterminisme politique, psychologique, social, tout ce que tu veux. L'Algérie doit impérativement et inexorablement cheminer vers la démocratie. Le peuple, à travers cette lettre, on peut dire qu'elle était un peu prémonitoire de ce qui s'est passé en 2019, le soulèvement du 22 février. Hussein Ahmed, il a parlé de ça pour éviter justement le clash, parce que lui, il a toujours été soucieux de la cohésion nationale. Il ne voulait pas que le sang des Algériens soit versé encore une fois comme en 88, comme en 91. Donc, ils l'ont appelé au sens des responsabilités des décideurs. Il leur a dit que vous avez fait votre temps. Et imagine, c'est quelqu'un qui était, à l'époque déjà, il avait 83 ans, 83, 84 ans, quelqu'un qui n'a jamais gouverné, n'a jamais été au pouvoir, et qui donne un conseil à ceux qui ont pris le pouvoir, ils sont gavés de pouvoir. Pendant 30 ans, 40 ans, ils sont au pouvoir, il leur dit, s'il vous plaît, écoutez ce peuple. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'Algérie, c'est un grand pays. L'Algérie a vocation à être un pays démocratique et social, un pays où le peuple s'exprime librement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le monde change et l'Algérie doit changer. Et à l'époque, il avait lancé un concept novateur. Malheureusement, actuellement, on lui a donné aucun contenu. C'était reconstruire le consensus national. Il leur a dit que le premier consensus national, c'était pour déclencher la révolution, de consensus de 1954, quand Abdallah Ramadan avait fédéré tous les courants politiques pour en faveur du mot d'ordre de déclencher la révolution contre le colonialisme français. Il leur a dit, en 2012, il leur a dit il faut qu'on reconstruise un nouveau consensus national pour l'instauration de la démocratie en Algérie. Si on avait écouté Hussein Ahmed en 2012, il n'y aurait pas eu 2019 soulèvement, ni Kais Saied, ni 5e mandat, ni 4e mandat, ni rien du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé
2 ans plus tard, ils nous ont un quatrième mandat. Un quatrième mandat de Bouteflika. 2015, de pouvoir. Parce que même au sein du pouvoir, il y a plusieurs sensibilités. Il y a des frictions. 2015, on a débarqué le général Toufik. Parce qu'à l'époque, Kaïd Salah était à fond avec Bouteflika. Et comment il s'appelle, Toufik, il était contre le 5e mandat. Non, le frère du président, Saïd Bouteflika. Saïd Bouteflika qui a utilisé, comment il s'appelle, le gars de l'ancien du FLN qui vient à Paris aujourd'hui, Saïd Dani, voilà, il a utilisé Saïd Dani contre le général Toufik. Et depuis, c'est l'instabilité. Ils n'ont pas trouvé de solution. Le 5e mandat, tout honte plus. Donc, Hosseini Ahmed, le message de sa lettre de 2012, elle était un peu annonciatrice des périls que nous vivons actuellement, de l'impasse politique actuelle. Très bien. Une année, je reviens à ta question, Nassar, une année après, donc, Tebboune, Kaïd Salah, il va jouer le chef d'État, le patron du pays pendant une année, et la suite est connue. J'ouvre une parenthèse pour dire que Hosseini Ahmed, curieusement, Hosseini Ahmed et Kaïd Salah sont morts le même jour, le 23 décembre. Mais il n'y a aucune ressemblance entre les 2 hommes. Tout comme, on dit, le 27 décembre 78 et le 27 décembre 1957. C'est des oppositions, tu vois. Pourtant, Hosseini Ahmed est fan de Abdel Arban, Kaïd Salah est fan de Boumedienne. Mais c'est 2 Algéries. Il milite pour 2 Algéries distinctes. Très bien. Et donc, là, au bout d'une année, on a vu Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, il a essayé de gérer à droite, à gauche, mais c'est pas possible. Il est clair qu'il y a une impasse. Très bien. Il a recourir à la répression, l'emprisonnement des détenus, la fermeture des champs politiques et médiatiques. Ça ne pourra pas marcher. Pourquoi? Parce que la situation politique, elle est viciée. La situation économique est chaotique et dangereuse même. Et maintenant, l'invité surprise, c'est Israël qui débarque au Maroc. Donc, il y a des évolutions géopolitiques potentiellement dangereuses, préjudiciables à nous. Aujourd'hui même, dans la conférence de presse entre la délégation marocaine et israélienne, celui qui représente l'entité sioniste, on va dire, il leur a dit, maintenant, on va s'occuper, parce que c'est un natif du Maroc, il leur a dit, maintenant, on va s'occuper de la région. Très bien. Voilà, donc... on va revenir, Hassan, restez avec nous. Vous voulez continuer votre idée, allez-y, très rapidement, Hassan. Donc, il y a des menaces claires sur l'Algérie, et ce pouvoir qui est obtus, doit comprendre définitivement que ce n'est pas ce n'est pas son pouvoir qui nous intéresse, c'est notre pays, c'est l'Algérie. L'Algérie est plus grande que le Khademzan, que X, que Y. Ils doivent se mettre dans la tête ça, que ce pays ne leur appartient pas, il appartient à son peuple. Très bien, mais... ce qu'on veut, c'est notre peuple, c'est à nous de trouver la solution. Il faut juste nous rendre la parole, comme l'a cité bien Hosseini Ahmed, justement. Très bien, restez avec nous, Hassan Mouali. Maître Nabila Ismail est avec nous, avocate militante politique. Nabila Ismail, bonsoir. Non, on l'a perdu, on me dit la régie. Nourdine Aoussat, je vais revenir à vous. Sur le contexte actuel, bien sûr, il y a un déni de réalité, la fuite en avant du pouvoir, comme le dit notre titre d'aujourd'hui. Le pouvoir, bien sûr, parle une année après de réalisation de Tebboune. Tebboune qui n'est pas là, qui est absent. Ça fait 2 mois, certes, qu'il a fait cette réapparition dans la petite vidéo dont il parlait d'élection, de réforme de cette loi électorale, alors que la situation en Algérie est très difficile. Vous avez entendu Hassan Mouali parler de cette impasse politique, des difficultés économiques et sociaux, et les choses ne vont pas s'améliorer encore pour le peuple algérien pour 2021. Pourquoi donc le régime est dans le déni total, Nourdine Aoussat? Le régime, malheureusement, est dans le déni, dans le refus de tout compromis, de tout partage, parce qu'il veut le pouvoir totalement. C'est un pouvoir totalitaire dans sa conception, dans son idéologie, dans sa pratique depuis presque 60 ans maintenant, depuis 62, et il continue à l'être.
en fait, pour résumer les choses, le pouvoir, il a montré toutes les caractéristiques d'un pouvoir finissant. Mais comme il est têtu, il ne va pas lâcher jusqu'à ce qu'il tombe totalement inerte par terre. Aujourd'hui, c'est le peuple algérien, c'est le peuple, je dis bien le peuple algérien, qui est le protecteur du pays. C'est le peuple qui ne veut pas que l'Algérie explose ou l'Algérie implose, et c'est lui qui prend les précautions pour ne pas rentrer dans un affrontement avec le pouvoir, parce qu'il ne le veut pas pour qui? Il ne le veut pas pour le peuple lui-même, bien sûr, mais il ne le veut pas pour le pays. Donc le pouvoir, à mon avis, on a toujours appelé à un compromis historique, à un compromis inédit. Mais ce n'est pas du côté du peuple que ce compromis pose des problèmes, mais c'est de la part de notre pouvoir. Le pouvoir ne va pas lâcher. Il n'a pas dans sa culture, dans ses pratiques, ce partage ou ce compromis. Ils l'ont entre eux, c'est un cartel, on le sait. Ils l'ont entre eux, d'ailleurs, il est en train de se faire ces jours-ci, apparemment, parce qu'on voit bien... Le retour de Nazar, et on parle aussi du procès, peut-être même de la libération de Toufiq et Tartag. Et là, on se pose des questions. Est-ce que l'État profond est de retour? Est-ce que l'État DRS est de retour? Je vais dire une chose à Nassar. Moi, je suis pas d'accord avec beaucoup de ce qu'on lit ici et là, parmi même les gens qui sont très actifs dans le Hirak, quand ils disent le retour des boys Toufiq, des Toufiq Boys, le retour de Toufiq, c'est fini. Ces gens-là sont finis. Toufiq et Tartag sont finis pour de bon. Ils ne reviendront plus jamais. D'accord? En tant qu'homme et en tant que système aussi. Par contre, le pouvoir algérien a toujours eu besoin de la police politique, c'est-à-dire du DRS, pour fonctionner, pour avoir une mainmise sur la société, pour manipuler les différents clans, mobiliser la clientèle. Le pouvoir algérien a toujours eu besoin de la police politique. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que pendant les années 2005 ou jusqu'à 2015, voire même avant plutôt, de 95 jusqu'à 2005, le pouvoir de la police politique avait pris des proportions énormes au point où c'est pas le pouvoir qui utilisait la police politique, mais c'est la police politique qui utilisait le pouvoir. Donc aujourd'hui, excuse-moi, je termine l'idée, c'est si le retour ou la libération de Tartag et de Toufiq est possible, je dirais même elle est plausible et possible, mais c'est pas pour que ces hommes-là reviennent ou pour que leur système revienne, mais c'est juste pour donner des gages à leurs subalternes ou leurs anciens subalternes qui sont encore dans la capacité de faire quelque chose à l'intérieur ou à l'extérieur des institutions et que le pouvoir veut gagner leur confiance, de ne pas les avoir comme adversaires. C'est tout. Sinon, Nazar, il est revenu, il n'est pas revenu pour lui-même, il ne peut rien faire, Khaled Nazar. Mais les hommes qui ont encore, confiance en Khaled Nazar ou qui étaient la clientèle de Khaled Nazar, ils sont encore dans le rouage du pouvoir et le pouvoir ne veut pas les gagner, les aliéner, en quelque sorte les avoir comme adversaires. C'est tout. Très bien. Restez avec nous, Nourdine Aoussat. Nabila Smaïl, maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nabila Smaïl. Oui, je vous entends, Nabila Smaïl. Je vous entends. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci à vous, Nabila Smaïl. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nabila Smaïl, le contexte que vit l'Algérie, bien sûr, on a parlé de la disparition Rabbi Rahmoud Ait Ahmed, mais aussi, si on revient un peu sur le contexte que vit notre pays, un président qui est absent,
un pouvoir qui est au déni de la réalité, donc qu'il est en fuite en avant et qu'il aussi continue à gérer l'Algérie comme il l'a fait auparavant, alors qu'on est dans une situation très difficile, tout le monde le dit, qu'elle soit politique, économique ou sociale. Pourquoi donc ce dîner de réalité, d'après vous, Maître Nabil Esmaïl, et comment peut-on aussi, comment peut-on lire donc les semaines à venir ou les mois à venir? D'abord, merci de m'avoir invité en cette occasion à commémoration de la disparition de Hussein Ahmed, l'enfant chéri de l'Algérie et le père des Algériens, qui malheureusement a passé toute sa vie à combattre ce système mafieux, ce système qui continue à faire du mal à ce peuple qu'a toujours chéri Hussein Ahmed. Ce monsieur a toujours eu ce sentiment de peine et de désarroi à l'égard du peuple algérien, qu'il a toujours considéré comme étant un peuple extraordinaire, qui mérite beaucoup mieux que ce qui lui a été imposé comme système de gouvernance et comme homme au pouvoir. Hussein Ahmed a toujours eu foi en ce peuple, il n'a jamais désespéré. Et je crois qu'à travers le parcours de Hussein Ahmed, les jeunes qui ont fait la beauté de cette révolution doivent s'inspirer de ce parcours, parce que 70 ans de sa vie, et il n'a jamais désespéré, jusqu'au dernier message concernant le choix de l'endroit où il devait être enterré, jusqu'au détail de l'itinéraire que devait prendre le cortège de révolution pacifique. Et je dis aux jeunes que le caractère pacifique de cette révolution est la seule chose qui a handicapé ce système, qui n'attendait qu'une occasion pour utiliser cette violence dont parlait Ahmed, en disant que ce pouvoir crée la violence et combat la violence pour se maintenir par la violence. Donc Ahmed est un homme hors du temps, c'est un homme universel qui dépasse l'appareil du parti, qui dépasse les frontières d'un pays. C'est un homme de paix, c'est un homme qui s'est toujours battu pour les libertés et pour les droits de l'homme. Il en a même fait le sujet de sa thèse, l'afrofascisme. Donc tout ça, le contexte actuel, il a donné des avertissements, il a pointé du doigt le pouvoir en place. Il a accusé, il a utilisé les mots qu'il fallait. Il a choisi une opposition réelle, pas une opposition de façade. Il a assumé son opposition au pouvoir parce qu'il a toujours crié, dénoncé l'illégitimité du pouvoir. Il a toujours dit qu'on ne peut pas construire un état de droit avec un pouvoir illégitime qui n'est pas le fruit d'élections transparentes. Donc, dans ce contexte, tout ce que Ahmed avait dit, tout ce qu'il avait prévu, tout ce qu'il avait espéré, la révolution du 22, l'a écouté, il lui a répondu, et ses portraits, ses slogans ont été repris par la rue. Donc, mais quand on revient, Nabil Esmaïl, quand on revient dans le contexte actuel, et on parle d'une année après, du côté du régime, je vais vous rendre la parole, du côté du régime, on parle donc de réalisation, les réalisations de Tebboune, et on parle de cette nouvelle Algérie, on parle comme quoi on a mis en place l'édifice donc de cette nouvelle Algérie et tout ce qui est pour eux donc était positif. Alors que on est en train de voir que l'Algérie recule à tous les niveaux. À tous les niveaux, on voit bien sûr le retour de Nazar, et là beaucoup de questions se posent. Est-ce que donc on est toujours dans le même système, dans les mêmes pratiques, et la continuité de ce régime à tout prix, alors qu'on a parlé d'une situation qui peut être explosive. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc de ce contexte ?
Ce que je peux dire, c'est que le contexte actuel répond exactement à la qualification que donnait Aït Ahmed à ce pouvoir, à savoir un pouvoir stérile, un pouvoir sourd, un pouvoir qui se parle qu'à lui-même. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce pouvoir, en faisant rapatrier ou en faisant rentrer Nzal, prouve qu'il n'a plus d'hommes. Il est en train de recycler ces hommes. Il n'a plus d'idées. Il est à court de moyens, humains et à court de génie. Parce que quand on reproduit les mêmes bêtises avec les mêmes moyens, rien que pour rester et maintenir le pouvoir et maintenir l'Algérie en otage, ça veut dire que ça y est, on est finissant, on est vraiment finissant. Écoutez, quand vous parlez d'un Nzal qu'on fait revenir au bord d'un avion qu'on lui a envoyé spécialement pour ça, et vous dites qu'on lui a fait la procédure le même jour, il a vidé son mandat, qu'il a fait son opposition et qu'il va comparaître et que probablement il va s'en sortir parce que ses co-accusés ont bénéficié d'un renvoi de la Cour suprême, donc tout ça, et que vous parlez, alors avec tout ce qu'on sait de ce groupe qui va être rejugé et probablement innocenté et probablement va retrouver sa vie normale, bon, même si je suis un peu juridiquement parlant, je dirais que le dossier pour lequel ils les ont tous embarqués est un dossier, c'est un règlement personnel entre lui et entre eux et Gaïd Salah. Maintenant que Gaïd Salah n'est plus là, il n'y a plus raison que ce dossier soit là parce qu'il n'y a rien dedans. Nous avons tous suivi le procès, il n'y a absolument rien du tout. Donc s'il y a une relaxe, c'est tout à fait l'aboutissement normal d'un dossier vide. Mais quand je compare la façon avec laquelle ils ont géré le retour de Nzal et la façon avec laquelle ils ont renouvelé, ils ont prolongé la détention préventive de Rachid Mekez antidatée. La détention de Rachid Mekez a été renouvelée d'une façon prolongée, d'une façon illégale. La chambre d'accusation d'Alger a renouvelé. Et quand vous voyez que des activistes du Hirak sont encore convoqués, ceux du 19 juin sont convoqués, ceux du 5 octobre sont passés hier, ceux de chaque semaine, il y a un nouvel arrivage. Alors la nouvelle Algérie de Tebboune, il n'y a que lui qui voit. La seule chose qui est nouvelle dans cette nouvelle Algérie, c'est Tebboune à sa tête. C'est tout ce qu'il y a de nouveau. Le reste, c'est une continuité d'un pouvoir autoritaire, d'un pouvoir illégitime, d'un pouvoir qui ne survit que par la terreur et la répression. Et ça, c'est dépassé. Maintenant, vous allez me dire, quels sont les lendemains? Qu'est-ce qu'on voit? Moi, je ne vois que du positif. Même si je dois en payer de ma vie, la vie d'un citoyen ne vaut rien devant la pérennité de sa patrie. Très bien. Restez avec nous. Nabil Esmaïl, restez avec nous. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais donner la parole à Mahrez Bouich, s'il est toujours avec nous. Mahrez Bouich, la fuite en avant du pouvoir face à la situation que vit notre pays, est-ce qu'elle va compliquer cette situation, Mahrez Bouich, sachant que le peuple est toujours déterminé à aller pour achever donc ses revendications? Est-ce qu'on va vivre des moments difficiles face à cette logique, donc face à cette fuite en avant du pouvoir? Mahrez Bouich, est-ce qu'on est avec nous, Mahrez Bouich? Non, je pense qu'on a perdu. Hassan Mouali, est-ce qu'on a toujours Hassan Mouali? Hassan Mouali, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Hassan. Hassan Mouali, à vous la question. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Cette fuite en avant du pouvoir face à la situation que vit notre pays, Hassan Mouali, est-ce qu'elle va compliquer cette situation? Alors, il appartient aux décideurs d'ouvrir des perspectives. La situation n'est pas compromise. C'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de remettre l'Algérie sur rail. On a toujours la possibilité d'emprunter un chemin vertueux
et qui mène vers l'instauration de la démocratie. Mais avant d'instaurer la démocratie, il va falloir mettre les bases de cette démocratie. Donc, la moindre des choses à faire, c'est d'abord, pour que ce pouvoir montre sa bonne volonté, qu'il veut vraiment changer, ne serait-ce qu'amorcer un changement, c'est de libérer tous les détenus politiques et d'opinion. C'est de libérer les champs politiques et médiatiques. Je ne les appellerai même pas des mesures de détente, parce que je considère que la majorité de ceux qui sont en prison l'ont été par abus d'autorité, tout simplement. Mais vous avez parlé de bonne volonté, Hassan. Le retour de Nzar, est-ce que c'est un signe de bonne volonté? Alors, le retour de Khaled Nzar, je ne pense pas qu'il soit revenu pour être ministre de la Défense. Khaled Nzar, c'est 82 ans quand même. Khaled Nzar, mais on peut discuter de Khaled Nzar. Moi, je ne le porte pas dans mon cœur personnellement, mais sa condamnation à 20 ans de prison a été faite par Gates Salah, tout simplement. C'est très personnel, ça n'a rien à voir avec ni les années 90, ni rien du tout. Donc, de ce point de vue-là, moi, personnellement, je suis établi à ce qu'il rentre, oui, à ce qu'il rentre, parce que c'est tout comme le général Toufiq Tartak et Louis Zahnoun. C'était la bonne volonté de Gates Salah, c'était des procès politiques, donc naturellement, ils doivent être libérés. Maintenant, si on doit instruire un procès sur la gestion des années 90, oui, à ce moment-là, Khaled Nzar va défiler à la barre et s'expliquer, voilà, c'est autre chose. Et maintenant, le fait qu'il a été... D'abord, il faut bien qu'il arrive des choses. Khaled Nzar, le mandat d'arrêt international a été émis par le tribunal militaire. Mais vous savez très bien que les institutions internationales ne reconnaissent pas les tribunaux militaires. Donc, il est non avenu. Donc, je pense que le fait de retour de Khaled Nzar, pour moi, il n'est pas vraiment important. Il n'est pas vraiment important, c'est juste d'un impair. Je considère que c'est un impair parce que c'est Gates Salah qui l'a condamné, en son absence d'ailleurs. Khaled Nzar, il savait certainement qu'il allait être mis en place. Donc, il a pris ses clics et ses claques, il s'est installé en Espagne. Et il a attaqué Gates Salah. C'est à ce moment-là que Gates Salah a instruit un procès comme ça, 20 ans de prison, mandat d'arrêt international. Mais avant, ce n'est pas sur la fameuse réunion entre Toufiq Tartak et tout ça. Parce que Khaled Nzar, d'ailleurs, était un témoin pour ce procès. Il a témoigné, il est ressorti libre. Et quelques jours après, il a eu certainement... il a eu vent de la volonté de Gates Salah de le coffrer. Il s'est taillé. Qu'est-ce qui s'est passé, Gates Salah, comme prévu. Est-ce que vous pensez que c'est l'autre clan, Hassan? Il ne me reste pas beaucoup de temps, je dois donner aussi la parole aux autres invités. Très rapidement, est-ce que vous pensez que c'est l'autre clan maintenant qui a pris le dessus? Est-ce que vous pensez aussi que cette lutte clanique risque d'empirer les choses ou d'aggraver cette crise dont vous avez parlé, Hassan? Moi, j'ai horreur de parler de cette histoire de clanisme et de clan A contre clan B. Il y a l'Algérie, il y a un peuple algérien. Maintenant, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Même le processus 12-12 qu'on a imposé, que Gates Salah avait imposé à l'Algérie, il a placé Tebboune est malade, il est en Allemagne, il n'est pas encore rentré. On est dans une crise politique inextricable. Donc, le peuple est patient. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est Khafou Rabbi, Ibadallah. Khafou Rabbi, rendez la parole au peuple, tout simplement. Il faut changer de direction, tout simplement. Changer de direction, changer de paradigme. Il faut que le pays évite le collapse, qu'il évite l'iceberg. Nous sommes comme un Titanic, l'Algérie, en ce moment. Nous sommes entourés d'un cercle de feu. Donc il n'est même plus question de clans qui aillent voir ailleurs ces clans et tout ça. On n'a plus besoin de ces clans. Très bien. Merci Hassan. C'est mon pays et ce n'est pas le clan de X contre Y ou le Y contre X. Ça ne nous intéresse pas. Leur petite connerie à passer pour l'expression ne nous intéresse pas. Bon, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Merci Hassan. Merci Hassan. Nabil Esmaïl, très rapidement, vous avez entendu Hassan Mouali et Khafou Rabbi, il parle du régime bien sûr. Quel est votre sentiment très rapidement, Nabil Esmaïl? Mon sentiment, c'est que ce n'est pas le peuple qui est en crise, c'est le système qui est en crise parce qu'il refuse d'écouter. Il refuse d'admettre qu'il y a un peuple qui veut un changement pacifique. Donc la balle, elle est dans leur camp. Il faut absolument qu'ils cessent de gérer ce pays comme si c'était une propriété privée.
ce peuple a trop donné, il y a une révolution. Cette révolution, elle va rester pacifique et elle va imposer un changement. Ça y est, il y en a marre de ce paternalisme, il y en a marre de ces recompositions entre clans et je ne sais pas quoi. Nous, le peuple, la révolution a dit deux choses principales. Elle a dit changement radical du système et indépendance de la justice. Parce que tant qu'ils utilisent la justice comme moyen de pression, tant qu'on est dans la justice de clan, justice intiqamiyya, l'adala intiqamiyya, on ne peut pas avancer. Parce que moi, je ne parle plus de détenus politiques, je parle d'otages politiques. Et à partir du moment où la justice continue à broyer les libertés, à mettre en prison des jeunes pour des délits d'opinion, dont il n'y a aucune volonté. Maintenant, il faut imposer ce changement. Le Hirak doit rester mobilisé, même s'il n'y a plus de marche, mais le Hirak est encore là. Il y a une organisation qui se fait. Il y a les jeunes qui sont en train de prendre conscience de plus en plus que personne n'a le droit, ne peut leur confisquer leur révolution. Nous, on leur dit, si on les a laissés confisquer l'indépendance, ils ne doivent pas confisquer la Merci Nabila Smaïl. Merci à vous. Le dernier mot, professeur Nourdine Aoussat, très rapidement s'il vous plaît. Tout simplement que le peuple, le 22 février, était un jour historique. Il le restera historique, il le sera davantage si le peuple maintient dans ses revendications Doula Madaniya, Machi Askariya ou le changement radical du système. Voilà. Un point, c'est tout. Le pouvoir, on n'attend pas de lui, il khaf Rabbi ou le mekhaf Rabbi. Ça, c'est entre lui et Allah Ta'ala. De toutes les manières, mekhaf Rabbi, mais le peuple, il khaf Rabbi, qu'il tient dans ses revendications, qu'il tient fi silmiya, qu'il tient fi l'wihda, qu'il ne se laisse pas détourner par les luttes claniques ou les luttes idéologiques, et que tout parti, tout homme politique qui va dans cette direction, qui lui accordent leur confiance et qui vont avec lui main dans la main jusqu'à changement, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Nourdine Aoussat, écrivain conférencier. Merci Brahim Taïb qui était avec nous dans cette première partie de l'émission, auteur, interprète, compositeur. Merci Mahrez Bouiche, enseignant à l'Université militant des droits de l'homme. Hassan Mouali, journaliste. Et merci à Meta Nabila Smaïl, avocate militante politique. Un jour, la parole reviendra au peuple, même si la nuit semble longue, le jour et le soleil finiront par se lever. Sur l'Algérie, disait Aït Ahmed, Rabbi Rahmou. Ya'tikum saha, wa bqaw ala khair.